garde ton sale boulot d'ouvrière cachée ce soir. Est-ce que tu me comprends? Annie, ma sœur biologique, a sifflé ces mots entre ses dents. Ses ongles manucurés en acrylique se sont enfoncés dans la chair de mon bras, jusqu'à ce que je sente la brûlure aiguë de la peau écorchée. Un sourire parfaitement répété restait figé sur ses lèvres. Un masque pour les invités de la haute société de Charleston, qui déambulaient dans la salle de bal. Mais ses yeux n'étaient que venin pur. Mason est un officier d'élite des Navy Seals. Il méprise les moins que rien. Regarde tes mains rugueuses. Regarde cette robe bon marché. Ne m'humilie pas, ma mère se tenait juste à côté d'elle. Elle a entendu chaque syllabe. Qu'a-t-elle fait? Elle a tourné le dos, et a lissé nonchalamment un faux pli invisible, sur la nappe en soie. Personne dans cette lignée toxique ne se souciait du fait que les muscles de ma mâchoire étaient, à ce moment-là, assez serrés pour fendre des molaires. Puis, Mason s'est approché. L'arrogant opérateur des forces spéciales a laissé son regard balayer le coin sombre de la pièce. Ses yeux ont accroché mon visage. Ses bottes se sont arrêtées net. Chaque muscle de sa carcasse arrogante s'est tétanisé. La coûteuse flûte de champagne en cristal lui a glissé des doigts. Elle est partie en chute libre, se fracassant en 100 morceaux scintillants sur le sol en marbre. Mais avant que je ne vous dise exactement pourquoi cet homme fier et intouchable a commencé à trembler devant moi, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Car l'enfer absolu que ma famille a payé ce soir-là, est une dette que personne dans cette pièce ne pourrait jamais calculer. 18 heures avant que ce cristal ne se brise, il n'y avait pas de nappe en soie. Il n'y avait que le pont en acier glacial, d'un cotre de la garde côtière. Lac Michigan. 3 heures du matin. Le vent s'élevait de l'eau, comme un véritable poing. Il me giflait le visage avec des éclats de glace microscopiques. Je me tenais cramponné à la rambarde. Mes jambes absorbaient automatiquement le tangage, et le roulis violent du navire. Je me mordais l'intérieur de la lèvre. Le goût du cuivre et du sel emplissait ma bouche. J'ai retiré mon gant en néoprène trempé. L'air glacial a instantanément mordu les profondes cicatrices de corde, qui zébraient le dos de ma main. J'ai attrapé mon stylo à billes tactique. L'encre était gelée à cœur. J'ai frotté violemment le corps en plastique contre le tissu rugueux de mon gilet en Kevlar, jusqu'à ce que la friction génère assez de chaleur. J'ai pressé le stylo sur le carnet de bord étanche. Encre rouge, une grosse coche. 27. 27 pêcheurs commerciaux arrachés à l'eau noire et glaciale sous mon commandement. En bas, près de mes bottes de combat, un jeune plongeur sauveteur était affalé contre la cloison en acier trempé. Il était complètement vidé. Ses yeux étaient fermés. Ses jointures étaient blanches comme l'os. Sa main agrippait l'ourlet inférieur de mon pantalon d'uniforme. Il s'accrochait à moi, comme si j'étais un bouclier humain contre les explosions. Un lourd silence sacré étouffait le navire. Le silence brut de ceux qui viennent de vaincre la mort dans un combat de rue. Puis, la vibration a commencé. Mon téléphone satellite a bourdonné agressivement contre mes côtes, juste à l'intérieur de ma poche de poitrine. Ce n'était pas un appel du commandement de secteur. Je l'ai sorti. L'écran fissuré a percé l'obscurité. 3 messages textes en rafale. L'expéditeur était ma mère. Il n'y avait pas de « Est-ce que tu es en sécurité ?» Il n'y avait pas de « J'ai vu la tempête aux informations ». Juste des ordres tactiques froids, venant d'une femme qui ne se souciait que des apparences. Assure-toi d'atterrir à Charleston à l'heure. Ne porte pas tes affreuses bottes militaires. Achète des talons. Ne parle pas de ton travail dans la boue au port. La famille de Mason, c'est de l'argent de la vieille bourgeoisie. Tu ne ruineras pas l'image d'Annie. Je me tenais là, sur un pont recouvert d'embrun givrant, et de vrai sang. Et ce qui me dévisageait depuis cet écran lumineux, c'était le dégoût pur et absolu de la femme qui m'avait mis au monde. Je n'ai pas tapé de réponse. Je ne le fais jamais. Mon pouce calleux a glissé sur la vitre. J'ai ouvert mon application bancaire. Une nouvelle notification trônait en haut de l'écran. Un retrait automatique. 2000 € tout rond. C'était le paiement programmé pour la carte de crédit d'Annie. La carte dont j'étais co-emprunteuse. La carte qu'elle avait plafonnée le mois dernier, en achetant un sac à main en cuir de créateur, pour impressionner son nouveau petit ami Navy Seal. C'était elle, le parasite. Elle vivait enveloppée de soie, financée entièrement par la prime de risque que je gagnais,
suspendu à un câble de treuil en acier dans des vents de force ouragan. Je saignais pour payer ses factures, et en retour, j'étais la minable qu'on devait cacher dans le coin d'une salle de bal. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation du téléphone. L'écran est devenu noir. Les muscles de ma mâchoire se sont contractés, jusqu'à ce qu'une douleur aiguë irradie vers mes tempes. J'ai fermé les yeux face au vent cinglant. Respiration tactique. Inspirez pendant 4 secondes. Bloquez pendant 4 secondes. Expirez pendant 4 secondes. Enveloppez l'émotion dans une boîte en acier. Enterrez la boîte. L'aube s'est levée, pâle et hideuse, au moment où je suis retourné dans mes quartiers exigus de la base. Je me suis assise sur le bord du lit de camp en métal étroit. J'ai plongé la main dans mon sac, et j'ai sorti un petit carnet en cuir usé. Mon pouce a tracé les lettres en creux sur la couverture. Psaume 93, 4. Plus puissant que les vagues de la mer. Ma seule encre dans une famille déterminée à me noyer. J'ai tiré mon sac de déploiement tactique noir de sous le lit. Je n'ai pas emballé de robe à fleurs. Je n'ai pas emballé de perles. J'ai retiré mon lourd uniforme. Le tissu était alourdi par l'huile de moteur, et la puanteur du lac. Je l'ai envoyé d'un coup de pied dans le bac à linge. J'ai plongé la main dans mon casier, et j'ai attrapé la robe grise, simple et bon marché, que ma mère exigeait que je porte pour me fondre dans le décor. Je l'ai jetée dans le sac noir vide. J'ai saisi la lourde fermeture éclair en métal. Je l'ai fermée d'un coup sec. Le son métallique aigu a ricoché sur les murs en parpaing de la chambre vide. Ce n'était pas un vol civil pour un dîner de famille. C'était un déploiement. Et je marchais droit derrière les lignes ennemies. Le bruit métallique aigu de la fermeture éclair de mes quartiers sombres a résonné dans ma tête des heures plus tard. Je me tenais au poste de contrôle de sécurité de l'aéroport. Les lumières fluorescentes au-dessus de ma tête bourdonnaient d'un bruit sourd et écœurant. J'ai ouvert la poche avant de mon sac tactique noir, pour récupérer ma carte d'identification militaire. Mon pouce rugueux s'est accroché à un morceau de papier plié, coincé au fond de la couture. Il était rigide, jauni sur les bords. Je l'ai sorti et l'ai déplié, contre le métal froid du bac d'inspection. Un reçu de virement bancaire. Vieux de 5 ans, 5000 €. J'ai fixé les chiffres noirs effacés. C'était ma prime de risque. L'argent du sang. J'avais gagné chaque foutu centime de ce salaire bien précis, suspendu à un câble de treuil en acier, au-dessus de houles de 6 mètres dans la mer de Bering. J'avais passé 18 heures à arracher des corps gelés à une tempête hivernale, pendant que le carburant d'hélicoptère me brûlait la gorge. J'étais revenu à la base avec une légère hypothermie, et une côte fêlée. Ma mère a exigé cet argent, à la seconde même où mes bottes ont touché la terre ferme. Son message texte était imprimé au dos du reçu, à l'encre effacée, il est du devoir de la sœur aînée de subvenir aux besoins de la famille. Subvenir à quel besoin? Une fastueuse fête d'anniversaire avec traiteur, pour les 21 ans d'Annie dans un country club exclusif. 5000 € pour une seule nuit de champagne bon marché, de fleurs importées, et de faux amis. Elle avait dépensé mon sang pour un gâteau. J'ai écrasé le reçu, en une boule dure et serrée dans mon poing. Je l'ai jeté dans la poubelle en métal à côté du tapis roulant. Il a touché le fond avec un bruit sourd. J'ai attrapé mon lourd sac, et je suis parti sans me retourner. Je me suis assise sur une chaise en plastique dure à la porte d'embarquement. Le terminal était bruyant, bondé de civils se plaignant des vols retardés et du café hors de prix. J'ai fait abstraction du bruit. J'ai déverrouillé mon téléphone, et j'ai ouvert un dossier photo sécurisé. J'ai contourné les cartes opérationnelles, et je me suis arrêté sur une image bien précise. La cérémonie de remise de commission d'officiers de la marine. Je me tenais en plein centre du cadre, sur la vaste place d'armes. Uniforme de cérémonie blanc, boutons en laiton poli accrochant le soleil d'été, médailles épinglées à la perfection sur ma poitrine. L'arrière-plan était une mère de mes camarades de classe. Ils pleuraient. Ils étaient serrés dans des étreintes étroites et désespérés, avec leur fier père et leur mère en larmes. On pouvait pratiquement entendre les applaudissements à travers l'écran. Regardez de plus près ma photo. L'espace à ma gauche était complètement vide. L'espace à ma droite était complètement vide. Ma mère et Annie ne sont pas venues. Elles n'ont pas répondu à mes appels. Elles étaient sur un vol en première classe pour Paris, ce matin-là. Annie avait besoin de robes de créateur sur mesure,
pour la phase finale d'un concours de beauté régional, mineur et insignifiant. Ma mère avait plafonné une autre carte de crédit à taux d'intérêt élevé, pour s'assurer que son enfant prodige étincelle sur une scène en bois. Mon existence, mon sang, mon serment envers le pays. Tout cela avait été entièrement rayé de l'histoire familiale. J'ai verrouillé l'écran de mon téléphone. Mon visage est resté un masque de pierre. Les pneus de l'avion ont hurlé violemment contre l'asphalte. Bienvenue à Charleston. À la seconde où les portes de la cabine se sont ouvertes, un mur de chaleur étouffante et humide m'a frappé en pleine poitrine. Ça sentait l'asphalte fondu, et le parfum lourd et écœurant des passagers riches qui me bousculaient dans l'allée. J'ai traîné mon sac noir, droit vers les toilettes de l'aéroport les plus proches. J'ai verrouillé la porte métallique de la cabine. J'ai enlevé ma chemise militaire vert olive par le col. Je l'ai pliée en un carré parfait et serré. Je l'ai poussée au fond du sac. J'enlevai mon armure. Ensuite, j'ai sorti la robe. C'était une chose grise, pâle et informe, en tissu bon marché, fine, avec des coutures inégales. Exactement ce que ma mère m'avait ordonné de porter. L'uniforme d'un docker de bas étage, d'un moins que rien. Je l'ai passé par la tête. Le polyester bon marché m'a férocement gratté, contre l'épais tissu cicatriciel de ma clavicule. La robe tombait mal sur mes épaules musclées, me donnant une allure gauche. Vaincu, j'ai tiré mes cheveux en arrière, et je les ai attachés en un chignon sévère et serré à la base de ma nuque. J'ai détaché ma lourde montre tactique. L'épaisse résine noire ressemblait à un bouclier. Je l'ai laissé tomber dans mon sac. Je me suis regardé dans le miroir rayé au-dessus du lavabo. Le déguisement était complet. J'avais l'air totalement inoffensive. J'avais l'air pathétique. Je suis sorti par les portes vitrées coulissantes du terminal. L'air chaud collait à ma peau comme une couverture mouillée. Les roues en caoutchouc dur de mon sac tactique ont grincé lourdement contre le trottoir alors que je m'approchais de la station de taxi. Mon téléphone s'est illuminé dans ma main. Un ping de localisation d'Annie, suivi immédiatement d'un message texte. Utilise l'entrée de service de l'hôtel. Ne traîne pas ce gros sac affreux dans le hall principal. Mason boit un verre avec ses amis au bar. Ils font partie de l'élite. Tu vas me faire passer pour une plouque. Je me suis arrêté net sur le trottoir en béton. J'ai fixé les lettres lumineuses sur l'écran. Le coin de ma bouche a tressailli vers le haut. Il a formé un sourire en coin, froid et mécanique, un rire silencieux qui n'a pas atteint mes yeux. Je n'ai pas tapé de réponse. Mes doigts calleux se sont resserrés, sur la lourde poignée en nylon du sac. Mes jointures sont devenues blanches sous la tension. J'ai ajusté ma posture, les épaules en arrière, la colonne vertébrale droite comme une tige d'acier. J'ai fait un long pas mesuré en avant. Je ne me suis pas dirigé vers la ruelle de service sombre. Je n'ai pas cherché une porte de derrière destinée au personnel des cuisines. J'ai mis le cap droit sur l'immense entrée principale, brillamment éclairée, du complexe de luxe 5 étoiles. Les lustres en cristal scintillaient à travers les immenses portes doubles en verre, illuminant l'élite fortunée qui se mêlait à l'intérieur. Les officiers n'utilisent pas la porte de derrière. J'ai poussé la lourde porte en acajou de la luxueuse chambre d'hôtel. La climatisation m'a soufflé au visage, sentant la lavande chimique hors de prix. J'ai lâché mon lourd sac de sport noir au pied du lit king size. Avant même que le sac ne se pose sur l'épaisse moquette, un son a percé le silence de la pièce. Un bruit électronique aigu et continu. Bip. Cela venait de mon sac à dos tactique. J'ai débouclé le lourd rabat en nylon. Mon ordinateur portable militaire crypté reposait dans le compartiment sombre. Une unique lumière LED, dans le coin du châssis clignotait. Un rouge vif et en colère. Une alerte de canal sécurisé de priorité 1. Une convocation code rouge du juge avocat général, JAG, la police militaire de la marine. Mon cœur a bondi une fois contre mes côtes. J'ai sorti la lourde machine, et j'ai ouvert l'écran. La lumière bleue a baigné la chambre d'hôtel sombre. J'ai tapé mes identifiants d'habilitation de sécurité. Le document légal s'est chargé instantanément. L'objet, en lettres noires grasses, m'a frappé droit dans les yeux. Enquête interne en cours d'escalade. Opération de recherche et sauvetage des Grands Lacs. Accusé, capitaine de corvette Alice Jones. Les murs de la vaste et coûteuse chambre d'hôtel ont soudainement semblé se refermer sur moi. L'air s'est raréfié.
J'ai posé mes mains rugueuses sur le bord du bureau. Je n'ai pas scié. J'ai fait glisser la souris optique vers le bas, dépassant le jargon bureaucratique, pour aller droit à la déclaration sous serment. L'accusateur, un lieutenant subalterne de mon équipage. Un gamin mou et arrogant, tout juste sorti de l'académie, parachuté dans mon unité de sauvetage pour une seule raison. Son père était un sénateur des États-Unis en exercice. Je me souvenais de ce gamin il y a 18 heures. Quand les vagues de 9 mètres se sont écrasées sur la proue, il s'est figé. Il a perdu la tête dans l'obscurité. Il a hurlé dans la radio. C'était un lâche enveloppé dans un uniforme qu'il n'avait pas mérité. Maintenant, il essayait de me détruire. Son rapport officiel déclarait que j'avais paniqué. Il a écrit que j'avais ordonné un vecteur de navigation suicidaire, qui avait failli tuer tout l'équipage. Il a déformé les faits, manipulé la chronologie, et rejeté la faute entièrement sur mes épaules. Il avait besoin de laver son dossier de service, avant que son père ne le propulse dans la chaîne de commandement. Il avait besoin d'un bouc émissaire. Il voulait me retirer mon grade. Il voulait me prendre la seule chose au monde, que j'avais bâtie de mes propres mains. J'ai fixé l'écran lumineux. Une réalisation froide et lourde s'est installée dans mes os. Ce lieutenant menteur était exactement comme Annie. Ils étaient de la même race de parasites, de l'incompétence militarisée. Des gens qui utilisaient leur nom de famille, leurs relations et leurs fausses larmes, pour écraser ceux qui faisaient réellement le gros du travail. À la maison, j'étais la sous-merde destinée à financer un style de vie de créateur. À la base, j'étais le bouclier jetable, destiné à prendre une balle pour un fils de politicien. Nulle part n'était sûr. La trahison était totale. Je n'ai pas attrapé mon téléphone, pour appeler un avocat de la défense. Je n'ai pas pleuré. Pleurer est un luxe de civil. J'ai plongé la main dans la poche zippée cachée de mes bottes. J'ai sorti une clé USB tactique en acier massif renforcé. J'ai enfoncé la clé métallique sur le côté de l'ordinateur. L'écran a demandé un code d'accès alphanumérique de niveau 4. J'ai martelé les touches. J'ai accédé au serveur sécurisé. Je n'ai pas écrit de déclaration de défense. J'ai téléchargé la télémétrie satellite brute et non modifiée de la tempête. J'ai extrait les tracés radars géographiques. Et enfin, j'ai téléchargé les enregistrements radio-vocaux principaux du cockpit, de 7 heures exactes sur l'eau. La barre de progression avançait lentement sur l'écran. Le ventilateur de l'ordinateur vrombissait. Le cliquetis sec du transfert de données emplissait la pièce silencieuse. 100% terminé. J'ai arraché la clé USB du port. J'ai attrapé une chaîne de plaques d'identité en acier dans mon sac, j'ai enfilé la clé sur les billes de métal, et je l'ai glissée à l'intérieur de ma chemise. Le lourd bloc d'acier a frappé ma peau nue. C'était glacial contre ma poitrine. La balle d'argent était dans la chambre. Mon téléphone civil a vibré sur le lit. Un nouveau message texte a illuminé l'écran. Ma mère. Descends dans le hall tout de suite. La fête commence. Trouve un coin sombre où te tenir. N'ouvre pas la bouche, et ne parle à personne. J'ai verrouillé le téléphone. Je me suis levé, et je me suis dirigé vers le miroir en pied, fixé sur la porte du placard. J'ai regardé mon reflet. La robe grise informe et bon marché. Les cheveux tirés en arrière si fort que ça me faisait mal au crâne. Pas de maquillage. Les mains rugueuses et calleuses d'une ouvrière portuaire, ballantes le long de mon corps. J'avais l'air d'être exactement le raté pathétique et inoffensif, que ma famille avait désespérément besoin que je sois. J'ai levé ma main gauche. J'ai tapé 2 doigts contre ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. Le bord dur et tranchant de la clé USB en acier s'est enfoncé dans mes côtes. Ma famille m'attendait en bas, pour m'humilier pour leur propre amusement. Les avocats militaires attendaient sur le papier, d'exécuter ma carrière pour protéger un lâche. Les 2 fronts s'effondraient exactement au même moment. Je me suis détourné du miroir. J'ai marché vers la lourde porte en acajou. J'ai agrippé la poignée en laiton. Je n'ai pas hésité. J'ai poussé la porte toute grande, et je suis sorti dans le couloir. La longue marche vers la salle de bal commençait. La chronologie était désormais verrouillée. Dans 5 minutes, je me tiendrais dans un coin sombre. Dans 5 minutes, Annie enfoncerait ses ongles en acrylique dans mon bras. Dans 5 minutes, un évicile laisserait tomber son verre de champagne sur le sol en marbre.
La guerre sur deux fronts avait officiellement commencé. J'ai poussé les immenses doubles portes en chêne du manoir d'Ashley River. La climatisation centrale m'a frappé le visage. Froide, hyper filtrée. Ça sentait la richesse. Mon rythme cardiaque au repos est resté stable, à 60 battements par minute. Mes yeux ont balayé la pièce par pur instinct. 2 sorties principales à l'avant et à l'arrière. Un escalier secondaire menant à une mezzanine en bois. 32 cibles tenant des verres à vin en cristal, et des amuse-gueules hors de prix. L'odeur m'a frappé comme une vague suffocante. Cigare vieilli, et parfum de créateur lourd et sucré. Ça tapissait le fond de ma gorge. C'était épais et nauséabond. Je préférais de loin, l'odeur acre et brûlante du carburant diesel marin et de la graisse de moteur, à celle de cette pièce, n'importe quel jour de la semaine. Ma mère m'a repéré instantanément. Elle n'a pas souri. Son visage s'est figé en un masque de pure irritation. Elle a traversé les tapis persans importés, ses talons claquant agressivement contre le parquet. Elle a attrapé mon bras. Ses ongles manucurés se sont enfoncés dans mon biceps. Elle m'a tiré vers un groupe de parents, rassemblés autour d'un bar en acajou. « Voici Alice », a-t-elle annoncé au groupe. Sa voix était forte. Elle l'a artificiellement élevée dans les aigus, pour s'assurer que tout le monde, dans notre cercle immédiat, l'entende. Elle fait des petits boulots sur les docks commerciaux. Charger des cargaisons, balayer, ce genre de choses. Elle a l'air un peu rude sur les bords, mais elle paie son propre loyer. Elle m'a coupé la parole, avant même que je puisse ouvrir la bouche. Elle m'a dépouillé de mon identité, pour protéger son propre mensonge. Tante Hélène s'appuyait contre le bar poli. Elle tenait un verre de cabernet foncé, dans sa main lourdement ornée de bijoux. Elle m'a dévisagé de la tête aux pieds. Ses yeux se sont arrêtés sur le tissu gris bon marché de ma robe, puis ont grimpé jusqu'à mon visage. Elle a eu un rictus. Les docs, a demandé Hélène. Du travail manuel. Ça se voit, en effet, Alice. Les femmes qui passent leur journée au soleil, et dans l'eau salée, se ruinent la peau. Tu as l'air épuisée et vieille. Hélène a pris une lente gorgée de son vin, en gardant les yeux fixés sur les miens. Tu devrais vraiment prendre des notes de ta petite sœur. Annie passe des heures sur sa routine de soins de la peau. Elle investit en elle-même. C'est exactement pour ça qu'elle a attrapé un Navy-SEAL, un vrai officier militaire. Le groupe de parents a éclaté de rire. Des rires aigus, tranchants, moqueurs. Le bruit s'est mêlé à la douce guitare acoustique qui jouait en fond sonore. Ils arrachaient des morceaux de ma chair, pour se divertir avant le dîner. J'étais la blague désignée. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'une réaction. J'ai réparti mon poids uniformément sur mes 2 talons. J'ai placé mes mains derrière mon dos, ma main droite reposant parfaitement dans la paume de ma gauche. Repos réglementaire, la position d'attention militaire standard. Les muscles de ma mâchoire verrouillés, j'ai fixé mon regard au-delà du front de tante Hélène. Je coordonne les opérations sur l'eau, ai-je dit. Ma voix était plate, sans émotion, un ton monocorde. C'était une affirmation tout à fait vraie, mais suffisamment vague pour que les moutons restent aveugles aux loups qui se tenaient dans leur pâturage. Soudain, le système d'alerte de menace au fond de mon cerveau s'est réveillé. À 3 mètres sur ma gauche, un homme se tenait complètement immobile, près d'un grand pilier en pierre. Il était plus âgé. Il portait un costume gris anthracite parfaitement coupé. Il ne riait pas avec le reste de la famille. Il tenait un lourd verre de scotch, mais il ne le buvait pas. Ses yeux étaient de la couleur de l'acier froid. Il était en train de procéder à sa propre évaluation tactique des menaces. Son regard a suivi ma posture. Il a vu la colonne vertébrale verrouillée. Il a remarqué le positionnement exact et calculé de mes pieds. Puis, ses yeux sont descendus, et se sont fixés sur l'épaisse cicatrice de corde dentelée, qui traversait le dos de ma main droite. La même peau que tante Hélène prétendait ruiner par le travail manuel. L'homme plus âgé a compris exactement quel genre de câble en acier entaillait l'os de cette manière. Ses sourcils broussailleux se sont froncés, une micro-expression de reconnaissance. Il m'a fait un seul signe de tête invisible. Juste un mouvement d'1 millimètre du menton. Amiral Vance. Ancien commandant adjoint de la flotte au Pentagone. J'ai reconnu son visage grâce au briefing de renseignement. C'était un prédateur, caché parmi les herbivores.
Au milieu d'une mer de faux sourires et d'insultes bon marché, un général venait de renifler l'odeur de la poudre sur moi. Les lourdes portes d'entrée en bois se sont de nouveau ouvertes. L'énergie dans la pièce a violemment basculé. La musique de la guitare acoustique a semblé s'estomper. Mason était arrivé. Il est entré dans le manoir, comme s'il possédait tout l'État de Caroline du Sud. Il était jeune, suffisant. Il possédait la démarche arrogante d'un garçon en or, né avec une cuillère d'argent dans la bouche, et qui croyait sincèrement qu'il avait tout accompli par lui-même. Il ressemblait exactement à un homme qui n'avait jamais été confronté à une véritable conséquence de sa vie. Annie a poussé un cri de joie. Elle a traversé la pièce en courant, ses talons au claquant frénétiquement. Elle a enroulé ses bras autour de son biceps, comme une femme trophée. Elle l'a traîné droit vers mon coin sombre de la pièce. Elle voulait du sang. Elle voulait la comparaison ultime. Mason s'est arrêté devant moi. Il a regardé ma robe grise, comme si c'était une tache sur le sol. Il a tendu la main. Je l'ai saisie. Le contact a duré moins d'une seconde. Sa paume était d'une douceur choquante. Elle n'avait pas les lourdes callosités d'un homme qui travaillait avec des cordes. C'était la main d'un officier qui passait plus de temps à poser pour des photos promotionnelles, qu'à tirer des hommes brisés de l'eau glacée. Mason a retiré sa main immédiatement. Il a subtilement essuyé sa paume contre le côté de son pantalon de costume hors de prix, comme si la pauvreté était une maladie hautement contagieuse. Il ne s'est pas présenté. Il n'a pas demandé mon nom. Il m'a fait un signe de tête rigide et dédaigneux. Il m'a complètement tourné le dos, et a marché droit vers le centre de la pièce. Il a attrapé une coupe de champagne fraîche, et s'est glissé dans un cercle de riches hommes d'affaires. L'arbitre était monté sur le ring. La cloche avait sonné. Mason s'est raclé la gorge, levant son verre à la foule. Il était prêt à tenir sa cour. Il était prêt à creuser sa propre tombe. Cling, cling, cling. Mason a tapoté une lourde cuillère en argent contre le bord de sa flûte de champagne en cristal. Le son aigu et odieux a tranché le bourdonnement bas et opulent des conversations dans la salle de bal. Il se tenait au beau milieu du tapis persan importé. Il voulait être sous le feu des projecteurs, et les moutons dans la pièce étaient désespérément impatients de le lui accorder. La salle est devenue complètement silencieuse. Des dizaines d'yeux se sont tournés vers l'élite des Névicile. Il n'a pas levé son verre hors de prix vers Annie. Il n'a pas fait un toast poli et répété à l'amour, à la famille ou à leur mariage à venir. Il a choisi de parler de sang. Il a choisi de construire un piédestal pour son propre ego, en utilisant le traumatisme d'inconnu. Mason a bombé le torse dans sa veste sombre sur mesure. Il a commencé à décortiquer une vaste opération de recherche et de sauvetage qui avait eu lieu moins de 18 heures plus tôt. La tempête du lac Michigan. L'opération exacte qu'il avait lue dans un briefing matinal classifié à son bureau. Il a balancé des acronymes militaires. Visibilité S0. Ou scélérate. Baisse de pression atmosphérique comme de vulgaires confettis. Il aveuglait intentionnellement les hommes d'affaires civils de la pièce. Ils ont bu ses paroles. Il hochait la tête avec une admiration absolue, totalement captivé par un homme analysant un champ de bataille violent, qu'il n'avait jamais vu de ses propres yeux. Annie se tenait juste à côté de lui. Elle a passé son bras fin dans le sien, arborant un sourire brillant et arrogant à l'adresse de la foule. Elle ressemblait à s'y méprendre, à une femme tenant un trophée en or qu'elle n'avait pas mérité. C'était une cellule d'ouragan de catégorie 12, a dit Mason. Sa voix était forte, assurée, et dégoulinait de condescendance. Il a pris une gorgée lente et délibérée de son champagne. Il a ricané. L'unité SAR, recherche et sauvetage, de la garde côtière là-bas a complètement perdu le cap. C'était le chaos absolu sur les communications. Honnêtement, si j'avais été le commandant sur ce pont, je m'en serais tenu à la procédure opérationnelle standard des manuels. Il a fait une pause, pour un effet dramatique. Les riches promoteurs immobiliers et banquiers se sont penchés en avant, suspendus à ses lèvres. Ils étaient censés faire virer le cotre sur un vecteur de navigation 315. C'est la seule façon logique, de contourner les massives nappes de glace submergées, qui s'accumulent dans ce secteur. Au lieu de cela, le commandant a enfreint le protocole. Ils ont paniqué. Ils ont incliné le navire dans la direction opposée. Cela prouve qu'ils étaient inexpérimentés, mous, des amateurs complets qui craquent sous la pression. L'oxygène a instantanément quitté mes poumons.
Un bloc lourd et froid de pur dégoût, mais tombé directement dans l'estomac. Mason régurgitait le rapport corrompu du JAG. Il lisait exactement les mensonges, fabriqués par ce lâche de lieutenant pour couvrir son propre et misérable échec. Pire encore, Mason se servait de ce rapport ordurier pour gonfler sa propre image publique. Il prenait la réalité brutale et glaciale de 27 vies sauvées, et la transformait en une blague de mauvais goût, pour prouver à quel point il était un génie tactique devant une salle remplie de civils. Ma main gauche s'est fermée en poing. Mes doigts se sont enfoncés si fort dans le tissu gris bon marché de ma robe, que les coutures mal faites ont littéralement gémi sous la pression. 315, c'était le vecteur que le lieutenant hurlait et paniquait de nous faire prendre, dans la tempête d'un noir d'encre. Cette coordonnée précise. Le souvenir m'a frappé comme un coup physique. L'écume glaciale m'aveuglant les yeux. Le rugissement assourdissant des pales d'hélicoptère. Le lieutenant m'agrippant le bras, le visage pâle de terreur, hurlant que nous devions virer à 315 parce que le radar montrait de l'eau libre. Si j'avais écouté ce lâche, si j'avais fait virer ce lourd cotre en acier sur un vecteur 315, le navire se serait écrasé directement contre une ligne de faille géologique submergée, cachée sous l'eau violemment agitée. La roche déchiquetée aurait cisaillé la coque en 3 secondes chrono. L'eau glaciale aurait inondé la salle des machines. Absolument tous les hommes de mon équipage seraient morts au fond du lac Michigan en ce moment même. Mason n'était pas seulement un pitre qui frimait lors d'une fête. Il crachait sur l'honneur de mon équipage. Il se moquait activement des hommes actuellement allongés sur des lits d'hôpital, avec des côtes fêlées, des commotions cérébrales, et une hypothermie sévère. Tout ça, juste pour obtenir quelques applaudissements pathétiques, d'une salle remplie de vieux riches. Un coude pointu et osseux s'est violemment enfoncé dans mes côtes. Ma mère. Elle s'est penchée tout près. Je pouvais sentir l'odeur rance du vin rouge hors de prix sur son haleine. Elle se mêlait à son parfum floral lourd. Garde la tête baissée, a-t-elle sifflé. Sa voix était un grincement bas et hideux à mon oreille, destiné uniquement à moi. Ne reste pas là à faire la moue comme une enfant. Arrête d'être aussi jalouse du succès de ta sœur. C'en était fini. C'était le fond du baril. Elle était tout à fait disposée à laisser un imposteur manquer de respect à une opération militaire classifiée, de vie ou de mort, juste pour que sa fille préférée puisse briller par association. Elle préférait le mensonge confortable, à la laideur de la vérité. Elle préférait le parasite reluisant, à la bête de somme qui saignait. La boîte en acier dans ma poitrine s'est brisée en éclats. La respiration tactique s'est arrêtée. La discipline militaire, qui contenait ma colère s'est évaporée. Je n'ai pas discuté avec elle. Je n'ai pas tourné la tête pour la regarder. J'ai levé le bras gauche, et j'ai repoussé la main de ma mère. C'était un rejet dur, physique, sans excuse. Je me fichais que cela lui laisse un bleu sur le poignet. L'air du punching ball silencieux et obéissant, était officiellement révolu. La fille qui laissait sa famille s'essuyer les pieds sur elle n'était plus. La seule chose qui restait debout, dans ce coin sombre de la pièce, était un commandant. Je suis sorti de l'ombre. La lourde et épaisse semelle en caoutchouc de ma botte militaire a frappé le sol en marbre poli. Crac. Le bruit a été suffisamment sec et violent, pour faire sursauter 2 hommes d'affaires qui se tenaient près du bord du cercle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de crise de colère. Je n'ai pas laissé une seule once d'émotion transparaître dans ma voix. J'ai projeté mes mots directement depuis mon diaphragme, utilisant exactement le ton plat et froid que j'utilisais pour couvrir le bruit assourdissant d'un moteur d'hélicoptère hurlant. Vecteur 298. Les mots ont frappé la pièce parfumée et silencieuse comme une onde de choc physique. Pas 315. Toutes les conversations dans l'immense salle de bal se sont tues instantanément. Des dizaines de têtes ont pivoté dans ma direction. Les riches promoteurs immobiliers, les banquiers, ma tante Hélène. Tous dévisageaient la femme dans la robe grise, informe et bon marché, qui venait d'interrompre le garçon en or. Mason s'est figé. La flûte de champagne en cristal dans sa main droite s'est arrêtée net, planant, suspendu en l'air. Le sourire suffisant, arrogant et intouchable, a été complètement effacé de son visage en moins d'une seconde. Il a été remplacé par autre chose. Le mécanisme de défense vif et ultra concentré d'un prédateur, qui vient de réaliser que quelqu'un est entré dans sa cage. Il a légèrement déplacé son poids, tournant ses épaules vers moi. « Qu'est-ce que tu viens de dire, bordel ?» a demandé Mason. Sa voix a baissé d'une octave entière. Ce n'était plus le ton fort et retentissant,
qu'il utilisait pour divertir les civils. C'était une menace basse et lourde. Avant que je puisse répondre, Annie s'était lancée en avant. Le sang avait complètement quitté son visage lourdement maquillé. Elle avait l'air pâle, pâteuse. Elle s'est jetée entre Mason et moi, comme un animal désespéré protégeant son repas. Elle m'a foudroyé du regard, la poitrine haletante, les yeux écarquillés par une panique absolue. « Es-tu folle » a hurlé Annie. Sa voix a déraillé, perçant le lourd silence de la pièce. « Ferme ta bouche tout de suite. Tu travailles sur un quai dégoûtant. Qu'est-ce que tu connais au vecteur de navigation navale, bordel ? Ne lui manque pas de respect. » Ma mère a bougé rapidement. Elle s'est extraite du groupe de parents. Son visage était rouge foncé de fureur. Elle a tendu la main, pointant ses griffes manucurées directement vers l'intérieur de mon biceps. Elle voulait me pincer la chair, me tirer en arrière, et me forcer à sortir par les portes de la cuisine, avant que je ne puisse causer plus de dégâts à la marque de la famille. Je ne l'ai pas laissé me toucher. J'ai levé mon avant-bras gauche, et j'ai bloqué son poignet fermement. J'ai repoussé sa main vers le bas avec suffisamment de force brute, pour la faire trébucher en arrière. Je ne l'ai pas regardée. Je n'ai pas regardé Annie. Mes yeux se sont verrouillés sur Mason. J'ai fixé ses pupilles droit dans les yeux. Je n'ai pas scié. J'ai projeté sur lui une pression silencieuse et étouffante. Un lourd mur invisible de pure hostilité. Le genre de regard qui fait inconsciemment reculer les gens. Ma mère et Annie se sont toutes deux figées en périphérie, soudainement trop effrayées pour franchir la ligne invisible que je venais de tracer sur le sol en marbre. Un vecteur 315 à bâbord, ai-je dit, ma voix froide et plate, fendant directement le lourd parfum ambiant. Un vecteur 315 aurait précipité l'intégralité du cotre, la tête la première, contre une faille géologique submergée. J'ai fait un pas lent et délibéré en avant. L'épaisse semelle en caoutchouc de ma botte a légèrement crissé contre la pierre polie. Une forte inclinaison pour rejoindre le 298 était le seul ordre tactique viable. Le seul moyen de contourner la nappe de glace submergée, d'attraper la force de la vague de sillage, et d'empêcher la coque en acier de se cisailler. J'ai incliné la tête, regardant la couleur quitter lentement le visage confiant de Mason. Avez-vous tiré votre brillante analyse du rapport officiel, ou l'avez-vous tiré du rapport de mission ordurier, déposé par un lâche d'officier subalterne, qui attend actuellement de passer en cour martiale ? C'est une ironie amère de constater, que les personnes qui sont implacablement abandonnées, rabaissées et prises pour boucs émissaires par leur propre famille, possèdent généralement la tolérance à la douleur la plus élevée de la pièce. Nous apprenons à encaisser les coups. Nous avons appris à survivre dans le froid. Si vous vous êtes déjà retrouvé, totalement seul, face à la manipulation toxique des personnes qui étaient censées vous aimer, cliquez sur le bouton j'aime et commentez je comprends, parce que vous ne menez pas cette guerre en solitaire. Mason a physiquement reculé. Il a effectivement fait un demi-pas en arrière. Le personnage arrogant et intouchable du Navy Seal s'est évaporé dans l'air climatisé. Ses yeux se sont plissés, ne formant plus que d'étroites fentes. Il a commencé à scruter mon visage, ma robe grise bon marché, les lourdes bottes que j'avais refusé d'enlever. Son cerveau fonctionnait à plein régime, essayant de calculer l'énorme incohérence qui se tenait juste devant lui. Comment connaissez-vous ces détails opérationnels classifiés spécifiques, a exigé Mason. Le volume de sa voix avait considérablement baissé. Il y avait un léger tremblement d'incertitude dans sa gorge. Même en tant qu'opérateur des forces spéciales, je n'ai obtenu l'habilitation de sécurité pour lire ce rapport de dommages préliminaires, qu'à 6 heures ce matin. Personne en dehors de la chaîne de commandement n'est au courant pour la ligne de faille. Il a regardé mes mains balafrées. Il a regardé Annie. Puis, il a de nouveau posé les yeux sur moi, s'accrochant à la moindre explication civile logique. « Que faites-vous pour eux » a demandé Mason, les sourcils froncés dans une profonde confusion. « Êtes-vous une sous-traitante civile ? Faites-vous de la saisie administrative pour l'équipe logistique ? » J'ai verrouillé mes genoux. J'ai ramené mes épaules en arrière. J'ai redressé ma colonne vertébrale, jusqu'à me tenir à ma hauteur maximale. J'ai levé le menton. L'aura invisible et pathétique de la robe grise bon marché s'est déchirée. L'ouvrière soumise et voûtée, que ma mère voulait que le monde voie, a cessé d'exister. J'ai laissé la présence lourde et blindée d'un commandant militaire inonder l'espace entre nous. Je ne tape pas de rapport, ai-je dit. Ma voix a résonné contre le haut plafond.
Chaque syllabe était un lourd clou en acier, planté directement dans le crâne du jeune officier. Je ne m'occupe pas de la logistique administrative. J'ai fait un ultime pas en avant, réduisant la distance jusqu'à me retrouver bien à l'intérieur de son espace personnel. J'ai levé les yeux vers lui laissant voir le même regard froid et mort, que j'utilisais pour regarder l'eau noire et glaciale du lac Michigan. J'étais là-bas, au milieu de la tempête. J'ai soutenu son regard. Je suis le commandant de l'incident. Cet ordre de navigation, c'était le mien. Un silence de mort et étouffant est tombé sur le manoir d'Ashley River. La bombe venait d'être lâchée, directement au centre du tapis persan. 3 secondes d'un silence absolu et étouffant. Mason se tenait complètement pétrifié. Les pupilles de ses yeux se sont dilatées, encaissant le choc. Son cerveau des opérations spéciales, hautement entraîné, essayait désespérément de traiter la défaillance massive du système, qui se produisait juste sous ses yeux. Il croisait rapidement les données classifiées qu'il avait lues, 12 heures plus tôt à la base de Coronado, avec la femme qui se tenait à 1 mètre de lui. Il a regardé ma robe grise bon marché, puis ses yeux se sont fixés sur ma posture, la colonne vertébrale verrouillée, l'équilibre parfait et inébranlable d'un marin chevronné. Il a regardé mes mains à nouveau. Il les a vraiment regardées. Il a vu les tissus blancs, épais et déchiquetés, des cicatrices de câbles de treuil. Des cicatrices qu'on n'attrape pas en grattant du papier à un bureau de logistique. La vérité, lourde et étouffante, irradiait de moi comme la chaleur d'un bloc moteur. Elle broyait activement les mensonges ridicules et pathétiques, qu'Annie lui avait servi pendant les 6 derniers mois. Soudain, le silence s'est brisé. Elle est en plein délire, a poussé ma mère avec un cri perçant. Sa voix était aiguë, paniquée, et douloureusement grêle. On aurait dit du métal crissant contre du verre. Elle s'est précipitée en avant, désespérée, attrapant une poignée du tissu luxueux de la veste sur mesure de Mason. N'écoute pas un mot de ce qu'elle dit, Mason, a bafouillé ma mère. Ses yeux balayaient frénétiquement la pièce, essayant de limiter les dégâts auprès des riches invités qui nous dévisageaient maintenant. Alice est mentalement instable. Elle fait des crises. Elle balaie simplement les ordures sur les quais de bateaux commerciaux. Elle lit des conneries militaires sur Internet, et elle a des hallucinations en croyant qu'elle est importante. S'il te plaît, ignore-la simplement. Annie l'a immédiatement soutenue. Elle a couvert son visage de ses mains, forçant un sanglot bruyant et théâtral. Elle essayait désespérément de jouer la princesse innocente et magnifique, dont la fête de fiançailles spéciale, était gâchée par sa sœur aînée folle et jalouse. Elles étaient si aveugles. Si profondément enfouies sous leurs propres illusions toxiques, qu'elles ne voyaient pas le bourreau qui se tenait juste devant elles. Elles jetaient frénétiquement des poignées de boue bon marché, espérant que cela recouvrirait un bloc massif d'acier forgé. Ça n'a pas marché. Mason a violemment tiré son bras en arrière. Il a physiquement repoussé la main griffue de ma mère, de sa veste coûteuse. C'était un mouvement dur et dédaigneux. Un rejet physique brutal. Il n'a pas regardé ma mère. Il n'a pas regardé Annie, qui simulait toujours ses larmes pathétiques. Ses yeux n'ont pas quitté mon visage. Le personnage arrogant et intouchable du Navy Seal était complètement mort. La couleur avait quitté ses joues. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait par à-coups courts et inégaux. Il respirait comme un homme, qui vient de réaliser qu'il a marché pieds nus dans un champ de mines actif. Le commandant de l'incident, a dit Mason. Sa voix est tombée dans un murmure rauque et rocailleux. La lourde arrogance avait disparu, entièrement remplacée par le ton distinct et pesant, d'un soldat se trouvant en présence d'une légende vivante. Il a fait un pas lent, presque douloureux, pour se rapprocher de moi, ignorant complètement les murmures nerveux des hommes d'affaires civils autour de lui. Si vous êtes réellement la personne qui a réussi ce virage serré. Si vous avez réellement contourné cette ligne de faille dans une cellule de catégorie 12. Mason a dégluti avec difficulté. La flûte de champagne en cristal dans sa main droite a commencé à vibrer. Un tremblement distinct et incontrôlable. Répondez-moi tout de suite, a-t-il exigé, sa voix épaissie par une panique soudaine et étouffante. Êtes-vous la capitaine de corvette Alice Jones? Le commandant opérationnel principal du secteur de recherche et de sauvetage de Détroit. L'air dans le manoir d'Ashley River s'est transformé en glace pure. Ma mère a cessé de bafouiller. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Annie a baissé les mains de son visage, ses fausses larmes séchant instantanément. La couleur a complètement déserté ses joues lourdement maquillées,
alors qu'elle fixait l'homme qu'elle avait l'intention d'épouser. L'homme qui regardait en ce moment sa grande sœur minable, avec une révérence absolue et terrifiante. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas hurlé à la salle entière que j'avais raison et qu'ils avaient tort. Je n'ai pas gaspillé mon souffle à essayer d'expliquer ma valeur à une famille, qui avait passé 3 décennies à essayer de l'enterrer. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai plongé mon regard dans celui du Névicile. Je lui ai adressé un unique élan hochement de tête. Oui, ai-je dit. Ma voix était comme une lourde frappe, plate, contre une enclume. Chaque syllabe était un clou enfoncé profondément dans le cercueil des mensonges de ma famille. Indicatif d'appel de l'officier 884. Bravo. La confirmation est restée suspendue dans l'air froid. Mason a physiquement titubé en arrière. Il a passé sa main gauche le long de son pantalon de costume, frottant agressivement le tissu, essayant inconsciemment de forcer la réalité à pénétrer dans son cerveau. Ses doigts se sont complètement engourdis. La flûte de champagne en cristal, lourde et chère, a glissé de sa main tremblante. Elle est tombée dans l'air silencieux. Fracas. Le verre a explosé contre le sol dur en marbre. Des éclats de cristal brillant et dentelé ont giclé, sur le tapis perçant hors de prix. Mason n'a pas bronché. Il n'a pas baissé les yeux sur le désordre qu'il venait de faire. Il a gardé ses grands yeux choqués, rivés sur mes mains couturées de cicatrices. Dieu Tout-Puissant, a soufflé Mason, la voix tremblante d'une horreur absolue. Vous êtes le héros du blizzard. Ce qui s'est passé ensuite, a complètement réduit en lambeaux, la fausse et parfaite comédie que ma famille jouait depuis des décennies. Mason est sorti de son état de choc. Sa formation militaire a pris le pas sur l'atmosphère civile. Il a violemment claqué ses 2 talons en cuir l'un contre l'autre. Crac. Le bruit de ses chaussures frappant le marbre a résonné comme un coup de feu. Sa colonne vertébrale s'est verrouillée, se redressant pour former une planche rigide et parfaite. Il a ramené ses épaules en arrière. Son bras droit a jailli dans un arc net, et d'une rapidité aveuglante. Sa paume plate s'est arrêtée exactement au bord de son sourcil droit. Un salut militaire. Précis. Réglementaire. La forme de respect absolu est la plus élevée, dans les forces armées des États-Unis. Cela ne s'est pas arrêté à lui. 3 hommes qui se tenaient au bord du cercle, les garçons d'honneur de Mason. Tous des Navy Seals en service actif, vêtus de costumes civils. Ils ont instantanément reconnu le protocole. Ils n'ont pas hésité. Sans échanger un seul mot, ils ont claqué des talons. Crac, crac, crac. Ils se sont mis au garde à vous, raides et stricts, lançant des saluts impeccables à la femme dans la robe grise bon marché. C'était une soumission physique massive, et indéniable, à un pouvoir véritable et prouvé. Ma tante Hélène a fait un pas en arrière, la bouche grande ouverte. Les rires cruels de mes proches se sont évaporés, aspirés hors de la pièce par les bouches d'aération. Capitaine de corvette Jones, a dit Mason. Sa voix a résonné à travers l'immense salle. Il n'a pas caché la honte profonde, et écrasante dans son ton. Votre opération de sauvetage en conditions météorologiques extrêmes, pendant cette cellule d'ouragan, a été immédiatement classée comme matériel d'étude de cas obligatoire pour les opérateurs de retour à la base de Coronado. Le choix de navigation que vous avez fait. Votre courage absolu sous le feu de l'action. C'est déjà une légende. Mason a lentement baissé sa main. Il a regardé au-delà de moi. Ses yeux se sont posés directement sur Annie. Je n'arrive pas à y croire, a-t-il dit, sa voix baissant d'une octave, chargée de pur dégoût. Le héros du blizzard dont nous étions littéralement en train de parler. C'est votre grande sœur. Annie a physiquement reculé. Elle a fait un pas en arrière, paniquée. Le talon aiguille de sa chaussure de créateur coûteuse, s'est pris dans l'épais rebord du tapis perçant. Elle a trébuché. Ses bras ont fait des moulinets violemment pour retrouver l'équilibre. Elle n'est pas tombée. Mais l'image de la princesse parfaite, et intouchable, a été complètement anéantie. Elle a agrippé le dossier d'une lourde chaise en bois, ses jointures devenant blanches. Du mascara noir a coulé du coin de son œil, traçant une ligne laide et sale, sur sa joue lourdement maquillée. Le faux monde doré qu'elle avait construit en utilisant ma prime de risque, venait d'exploser en plein visage. C'est alors qu'une silhouette est sortie de l'ombre, près du pilier en pierre. L'amiral Vance. Il s'est avancé avec le rythme lent et mesuré d'un superprédateur.
Il n'a pas demandé aux gens de s'écarter. Il a simplement marché. Et la foule civilisée s'est écartée devant lui, comme de vulgaires rideaux bon marché. Il s'est arrêté juste devant moi. Il n'a pas salué. Il a tendu la main droite. Je l'ai saisi. La poignée de main était ferme, lourde. La poigne calleuse d'un vieux loup de mer, qui avait passé des décennies sur l'eau. C'est un honneur absolu de vous rencontrer enfin en personne, commandant, a déclaré l'amiral Vance. Sa voix était un baryton grave et grondant, qui portait un poids énorme. Vos nerfs d'acier ont tiré 27 hommes d'une tombe glaciale. Vance a lâché ma main. Il a lentement tourné la tête. Ses yeux gris acier et froids, ont balayé le groupe de mes proches terrifiés. Il a regardé ma mère. Il a regardé tante Hélène. Il les a regardés de la même manière qu'un homme regarde de la saleté collée sous sa botte. Les personnes qui se trouvent dans cette pièce, a déclaré Vance, sa voix dégoulinant d'un mépris venimeux. N'ont absolument aucune idée, de qui est la personne avec qui elle respire le même air. Le silence dans la pièce était absolu. Personne ne toussait. Personne ne changeait d'appui. Le silence de la foule de l'élite, était la confirmation la plus forte et la plus humiliante, de leur propre ignorance. Mason a fait 2 pas vers Annie. Il l'a regardée de haut. Il n'a pas tendu la main pour l'aider à se redresser. Tu m'as dit qu'elle était un parasite, a dit Mason. Sa voix était basse, mais elle a porté à travers la pièce silencieuse. Tu m'as dit qu'elle était une pathétique profiteuse, incapable de garder un vrai travail. Tu as caché une officier militaire décorée, dans le coin d'une pièce, parce qu'elle ne portait pas une marque de créateur. Annie a commencé à trembler. Mason, bébé, s'il te plaît. Elle est folle. Tais-toi. A-t-il lâché d'un ton sec. Ma mère a paniqué. Toute son opération d'ascension sociale brûlait sous ses yeux. Elle s'est précipitée vers moi, les mains tremblantes. Elle a tendu les bras, essayant d'attraper la manche de ma robe grise. Elle voulait me serrer dans ses bras. Elle voulait soudainement jouer le rôle de la mère fière et solidaire, devant l'amiral. J'ai vu ses mains s'approcher. J'ai fait un pas en arrière souple et tactique. Je ne l'ai pas laissé me toucher. J'ai regardé son visage. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti ce besoin désespéré, et brûlant de son approbation, qui m'étouffait depuis mon enfance. Je n'ai rien ressenti. C'était juste un vide froid. Je ne lui ai pas dit un mot. J'ai tourné le dos à ma mère. J'ai tourné le dos à Annie. J'ai adressé à l'amiral Vance un hochement de tête net et respectueux. Je me suis penché, et j'ai attrapé la lourde poignée en nylon de mon sac tactique noir. Les roues en caoutchouc ont grincé contre le sol en marbre. J'ai marché droit dans l'allée centrale de la salle de bal. La foule riche s'est largement écartée pour me laisser passer. Pas une seule personne n'a osé respirer, encore moins bloquer mon chemin. J'ai poussé les lourdes portes en chaîne, et je suis sorti dans la chaleur sombre et étouffante de la nuit de Charleston. La Première Guerre était terminée. Le mensonge familial était mort. Mais alors que je jetais mon sac dans le coffre de ma voiture de location, la lourde clé USB en acier s'est pressée, froide, contre ma poitrine. Je devais conduire sur 1600 km vers le nord. Droit dans la gueule du véritable ennemi. 5 heures du matin. La lourde porte vitrée du quartier général du juge-avocat général à Détroit, s'est ouverte. L'air à l'intérieur de la salle de briefing militaire était stérile, froid. Ça sentait la cire pour le sol, et l'ozone dégagé par le matériel électronique lourd. Je suis entré. Plus de 1600 km de route, sans m'arrêter de la nuit, sur l'Interstate 26. Je ne me suis pas arrêté pour dormir. Je ne me suis pas arrêté pour prendre un café. Mes lourdes bottes tactiques étaient recouvertes d'une fine couche de poussière grise d'autoroute. Mais mon uniforme de travail de la marine était repassé et impeccable. Mes insignes de grade sur le col, accrochaient l'éclat blanc et cru des lumières fluorescentes au plafond. Je me suis mis au garde-à-vous au bout d'une longue table en aluminium. 3 officiers généraux, et 2 enquêteurs criminels principaux, étaient assis de l'autre côté. Ils avaient l'air fatigués, irrités. Sur ma gauche se tenait le lieutenant subalterne. Le fils du sénateur. Il transpirait. De grosses perles de sueur se formaient sur son front, captant la lumière crue du plafond. Il n'arrêtait pas de passer son poids d'un pied à l'autre. Ses mains s'agitaient nerveusement le long de ses flancs.
Il venait de terminer sa déclaration officielle sous serment. C'était une performance pathétique et pleurnicharde. Il m'a entièrement blâmé, pour le désastre qui avait failli être fatal, lors de la tempête du lac Michigan. Il a affirmé que j'étais imprudente, arrogante. Il a juré sur le procès-verbal officiel, que j'avais ordonné un vecteur de navigation aveugle et suicidaire, juste pour protéger mon propre ego et passer pour une héroïne. Il a utilisé exactement les mêmes tactiques qu'Annie. Jouer la victime, pleurer, pointer du doigt la personne qui fait réellement le travail. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas feint l'indignation. Je n'ai pas utilisé de l'arme comme une arme pour défendre mon honneur. Lorsque le lieutenant a enfin cessé de parler, le silence est tombé sur la pièce. L'enquêteur principal, un général de division endurci, m'a regardé. Capitaine de corvette Jones, avez-vous une réponse à ces accusations officielles? Oui, monsieur. J'ai ouvert la fermeture éclair de la pochette avant de mon sac à dos tactique. J'ai sorti mon ordinateur portable sécurisé, et je l'ai posé à plat sur la table en aluminium. J'ai plongé la main sous le col de mon maillot de corps, j'ai attrapé la chaîne froide des plaques d'identité en acier, et j'ai sorti la clé USB renforcée. J'ai enfoncé la clé métallique dans le port. Clic et j'ai appuyé sur la touche de projection. L'immense écran intelligent, fixé sur le mur derrière les généraux s'est instantanément allumé. Une carte radar satellite géographique a illuminé la pièce. Ce n'était pas une déclaration écrite. Ce n'était pas une opinion personnelle. C'était une réalité mathématique dure et indéniable. Ceci est le suivi sonar en temps réel de 3 heures du matin, ai-je dit. Ma voix était complètement plate, froide, dénuée de toute émotion. J'ai tapé sur une touche, et une masse rouge massive a commencé à se déplacer sur la grille numérique. Ceci est une nappe de glace submergée et solide. Elle se déplace à exactement 12 nœuds. Elle coupe directement la trajectoire du vecteur de navigation 315. J'ai tourné la tête lentement. J'ai regardé directement le lieutenant en sueur. Si j'avais suivi la recommandation urgente du lieutenant, de faire virer le Cotreau 315, le navire aurait subi une brèche catastrophique dans sa coque en moins de 4 secondes. Nous aurions coulé. Le lieutenant a dégluti difficilement. Son visage a pris la couleur du ciment humide. Ces données radar pourraient être corrompues. C'était une tempête de catégorie 12. Les systèmes tombent en panne. Il s'embrouillait, creusant sa tombe encore plus profondément. Je n'ai pas discuté avec lui. J'ai appuyé sur la barre d'espace. La pièce a été instantanément inondée de son. L'enregistrement radio-vocal principal du cockpit, depuis le cotre. L'audio était terrifiant. Le rugissement assourdissant et violent des vagues de 9 mètres, s'écrasant contre la coque en acier. Le hurlement du vent. Et puis, perçant le chaos, une voix. Tournez le navire. Tournez au 315. Le radar est dégagé sur 315. Faites-le maintenant ou nous allons tous mourir. C'était le lieutenant. Sa voix était aiguë, se brisant dans une terreur absolue et incontrôlée. Il sanglotait dans les communications. Il était totalement brisé. 2 secondes plus tard, une deuxième voix a traversé la friture sur l'enregistrement. Négatif. C'était ma voix. Basse, lourde, complètement insensible au vent hurlant. Veto sur le vecteur 315. Virage serré au 298 immédiatement. Maintenez la barre droite. Je vous ramène à la maison, les garçons. J'ai de nouveau appuyé sur la barre d'espace. L'audio s'est coupé. Le silence stérile s'est abattu sur la salle de briefing. J'ai regardé le lieutenant. Son bouclier protecteur fait de relations politiques, de fausses assurances et de népotisme, venait de se briser en 1 million de morceaux acérés sur le sol. Ses genoux ont réellement fléchi. Il a agrippé le bord de la table en aluminium, pour s'empêcher de s'effondrer physiquement. Le général de division, assis sur le siège central, n'a posé aucune question supplémentaire. Il n'a pas demandé de suspension de séance pour examiner les données. Il a fermé le lourd dossier en carton qui se trouvait devant lui. Clac. Toutes les charges contre la capitaine de corvette Jones sont par la présente rejetées sans possibilité de réintroduction, a annoncé le général. Sa voix ne laissait aucune place au débat. Il a tourné ses yeux froids vers le gamin en sueur, et tremblant, qui se cramponnait à la table. Lieutenant, vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat.
Remettez votre arme de service et votre identification. Vous êtes placé en détention militaire, en l'attente d'une cour martiale générale pour falsification de dossiers officiels, et conduite indigne d'un officier. 2 policiers militaires baraqués sont sortis de l'ombre près de la porte. Ils ont encadré le gamin. Ils lui ont arraché les insignes de grade de son col. Le général de division s'est levé. Les autres officiers ont suivi le mouvement. Il m'a regardé. L'irritation avait complètement disparu de ses yeux. Elle a été remplacée par un respect profond et brûlant. Nous savons exactement dans quel genre d'acier vous avez été forgé, commandant, a dit doucement le général. La marine américaine vous est redevable. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fêté ça. J'ai claqué mes talons ensemble. J'ai exécuté un salut net et parfait. J'ai rangé mon ordinateur portable, attrapé mon sac et je suis sorti de la salle de briefing. J'ai poussé les lourdes portes en verre du quartier général. Je suis sorti. L'air froid et vif du matin a rempli mes poumons. Le soleil pointait juste à l'horizon, projetant une lumière dorée et aveuglante, à travers la base en béton. Les rayons ont accroché les insignes de grade argentés épinglés sur mon col, les faisant briller intensément contre le tissu sombre. J'ai regardé mon téléphone. Un message non lu. Une semaine a passé. J'ai conduit mon vieux pick-up, dans l'allée en béton fissurée de ma maison d'enfance. Les gros pneus ont crissé sur les feuilles mortes, et le gravier concassé. Les charnières rouillées de la moustiquaire de la porte d'entrée, ont gémi d'une plainte aiguë quand je l'ai ouverte. La maison sentait exactement la même chose qu'il y a 20 ans. La fumée de cigarettes rances, les planchers en bois humide, et le nettoyant bon marché au pain et au citron. C'était une odeur lourde et étouffante. Je suis entré dans la cuisine exiguë. Ma mère se tenait au comptoir en formica décoloré. Elle tenait un couteau de cuisine émoussé, coupant violemment du céleri sur une planche en plastique rayé. Elle a entendu le pas lourd et rythmé de mes bottes tactiques sur le lino qui se décollait. Le couteau s'est arrêté net. Elle s'est retournée. Pour la première fois de toute ma vie d'adulte, elle m'a vraiment regardé. Elle n'a pas eu de rictus de dégoût. Elle n'a pas passé son regard critique sur mes vêtements, à la recherche de marques bon marché ou de défauts à moquer. Elle avait l'air terrifiée. Elle ressemblait exactement à un joueur désespéré, qui vient de réaliser qu'il a parié toutes les économies de sa vie sur un cheval mort. Ses mains ont commencé à trembler. Elle a laissé tomber le couteau dans l'évier en aluminium taché. Il a fait un fracas métallique, fort et creux. « Alice » a-t-elle balbutié. Sa voix était moite, faible. La matriarche arrogante et intouchable de la salle de bal de Charleston avait complètement disparu. Je suis tellement désolé. Je voulais juste protéger ta sœur. Tu es si forte. Tu as toujours survécu. Tu as tes médailles, ton grade, et ta carrière. Annie n'a rien d'autre que son physique. J'étais tellement terrifié, à l'idée qu'elle se brise complètement. Si elle devait rester dans ton ombre immense. C'était la confession égoïste par excellence. Elle ne s'est pas excusée de m'avoir brisé les os. Elle ne s'est pas excusée d'avoir volé ma prime de risque pour financer des soirées factices. Elle s'est excusée parce qu'elle s'est fait prendre, à m'utiliser comme bouclier humain. Et maintenant, son bouclier avait disparu. Je suis resté là. Je n'ai pas posé mon sac. Je n'ai pas fait un seul pas en avant, pour combler le fossé physique qui nous séparait. J'ai regardé son visage, traçant les rides profondes et laides de l'amertume, lourdement gravées autour de sa bouche. J'ai sondé ma propre poitrine en quête d'une réaction. Je n'ai pas ressenti une seule goutte de colère. La colère nécessite de la passion. La colère nécessite un cœur qui bat, et un désir désespéré de réparer les choses. J'ai regardé la femme qui m'avait mise au monde, et je n'ai absolument rien ressenti. Juste un vaste vide, froid et immense. Je ne suis pas en colère contre vous, mère, ai-je dit. Ma voix était complètement plate. Elle a rebondi sur le papier peint jaune écaillé de la cuisine. Mais à partir d'aujourd'hui, j'en ai terminé. Jamais, pas une seule seconde, je ne me ferai toute petite, pour entrer dans la boîte pathétique et pourrissante que vous avez construite pour cette famille. Je ne me ferai jamais petite. Juste pour que vous puissiez faire semblant que vos mensonges sont réels. Elle a laissé échapper un sanglot bruyant. Elle a fait un pas vers moi, tendant ses bras tremblants. Elle voulait un câlin.
Elle voulait l'absolution. Elle voulait que je lui tapote dans le dos, et que je lui dise que ce n'était pas grave d'être un monstre. J'ai fait un pas tactique ferme en arrière. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Adieu, ai-je dit. Je me suis retourné. Je suis sorti, et j'ai laissé la porte moustiquaire rouillée claquer derrière moi. 6 mois plus tard. Le soleil s'est levé sur l'horizon sombre et violent du lac Michigan. L'eau était d'un noir d'encre, s'agitant lourdement contre l'imposant brise-lames en béton. Le vent glacial du matin s'élevait du lac, mordant cruellement ma peau exposée. Je n'ai pas frissonné. Je me tenais solidement ancré sur le bord de la jetée. Je portais ma tenue de cérémonie bleue de la marine. Le lourd tissu de laine foncée découpait une silhouette parfaite, et nette, contre le ciel de l'aube ensanglantée. Les boutons en laiton doré brillaient. Les rangées de rubans de service, épinglés à la perfection au-dessus de ma poche de poitrine gauche, accrochaient la lumière du petit matin. Le métal était lourd contre ma poitrine. C'était le poids du véritable honneur. Aujourd'hui, c'était le jour du mariage d'Annie. Ce ne fut pas l'énorme et coûteux gala mondain qu'elle avait initialement prévu. Le scandale public à Charleston a réduit ce fantasme en cendres. La riche famille de Mason a retiré son financement. La communauté des Navy Seals lui a tourné le dos, pour son acte de bravoure usurpé. Aujourd'hui, Annie se mariait dans une salle des fêtes louée, et bon marché, avec 50 invités pitoyables. Mon téléphone civil a vibré dans la poche profonde de mon pantalon. Je l'ai sorti. L'écran s'est allumé dans la faible lumière de l'aube. Un nouveau message texte. L'expéditrice était Annie. Merci de ne pas m'avoir complètement abandonné. Je sais que tu ne viendras pas aujourd'hui, mais je suis désolé pour tout. J'ai fixé le texte noir lumineux, sur l'écran clair. La dynamique de pouvoir était complètement morte et enterrée. Le parasite implorait enfin l'hôte, pour des miettes de validation. Le coin de ma bouche a tressailli. Un sourire en coin lent et froid s'est formé sur mon visage. Je n'ai pas tapé de réponse. Je ne lui ai pas offert mon pardon. J'ai pressé mon pouce calleux contre l'écran en verre. J'ai balayé vers la gauche. J'ai appuyé sur le bouton rouge de suppression. Le message a disparu dans le vide numérique pour toujours. J'ai glissé le téléphone sombre, de nouveau dans ma poche. Le vent glacial et puissant soufflait sur l'étendue d'eau libre, fouettant des mèches rebelles de mes cheveux sur mon visage. J'ai goûté le sel frais, et l'énergie brute et violente du lac profond. J'étais complètement libre. Je me tenais exactement là où j'étais censé être. Un monstre forgé dans l'eau glaciale, et l'acier lourd. J'ai regardé l'horizon sombre et infini. La paix absolue ne vient pas d'excuses hypocrites. La paix absolue survient lorsque vous devenez si indéniablement puissant, si farouchement fier de vos propres cicatrices, que vous n'avez plus besoin de l'approbation de ceux qui ont essayé de vous détruire. Parfois, la plus grande des vengeances n'est pas de détruire les gens qui vous ont blessé. C'est de leur montrer que vous êtes si complètement libre, si entièrement brillant, que vous n'avez plus besoin d'eux pour exister. Si vous êtes d'accord avec moi, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et partagez le moment précis où vous avez enfin trouvé le courage de couper les ponts avec le poids mort et toxique de votre propre vie.